Bonjour à tous et merci d'être parmi nous, toujours nombreux et voire plus nombreux que d'habitude. Donc Sandrine, est-ce que tu peux un petit peu nous en dire plus et je pense pour présenter l'association Bonheurs Anonymes, la démarche et le concept un petit peu de l'émission. Sandrine, je te donne la parole à toi. Merci Erwan, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Alors, Bonheurs Anonymes, je vous rappelle le concept, c'est un magazine gratuit, un magazine morbihanais qui promeut les gens heureux de notre département. Nous avons besoin de mentors qui sèment du bonheur, car on est tous le mentor de quelqu'un. Sans le savoir, vous inspirez énormément les gens qui sont autour de vous. Vous êtes des exemples de réussite et il faut le promouvoir, il faut nous en parler. Parce que qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, qu'est-ce que c'est qu'être heureux, c'est la question que l'on pose à chacun de nos interviewés. On pose d'ailleurs les mêmes questions à tous, ce qui nous fait un bel éventail maintenant de réponses d'ailleurs. Nous sommes heureux ce soir d'accueillir Daniel Morel, qui habite à Paillac, citoyen, père de famille, formateur et conférencier, à qui nous allons commencer à poser les premières questions. Bonsoir Daniel, comment vas-tu ? Bonsoir, je suis vraiment heureux d'être avec vous. Merci vraiment de cette invitation. Je t'en prie. Alors, on va démarrer. Daniel, qui es-tu ? Eh bien, tu l'as assez bien résumé. D'abord, citoyen, je dirais citoyen global de la Terre ou de France, comme on veut. Après, quelqu'un qui expérimente la vie, voilà, il y a pas de mode d'emploi, donc expérimenter la vie familiale. Hein, je suis père de 6 enfants, j'ai aussi 5 petits enfants, donc tout ça est déjà une grande communauté qui est très importante pour moi et que à laquelle j'essaye de contribuer à ma manière. Parfois par de longs discours fatigants, parfois par l'exemple, parfois par des silences, parfois par de la bonne humeur, et en tout cas en m'impliquant adroitement, maladroitement, habilement, peu importe, mais je dirais en essayant de créer quelque chose. Voilà, pas d'être dans une grande théorie, mais de créer au travers du faire, au travers d'être ensemble et de faire des choses ensemble. On a, il y a pas longtemps, fait plein de choses avec les enfants et c'était absolument formidable. Donc, je dirais que ça, c'est ma solidité d'être un citoyen. J'ai envie d'être un bon citoyen sur cette planète. Et d'être un père de famille, un frère, un fils plutôt cool et sympathique. Et ça, c'est ma solidité. Et ensuite, je dirais peut-être dans mon âme, peut-être par mon l'histoire familiale, je dirais peut-être un homme politique. Un homme politique qui regarde le monde et qui se dit, tiens, il y a quand même des choses qui mériteraient peut-être d'être vues, revues, revisitées. On voit par les temps qui courent, en fait, que ça part un petit peu de travers quand même, cette affaire. Et moi, quand je regarde ça, je pense à tous ces gens qui sont des militants, qui croient dans un monde peut-être meilleur, hein, je sais pas si peut-être à l'heure, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai envie de croire à des choses. Et qui se dit, moi, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux apporter les choses? Et moi, ce que je sais faire, c'est parler. Je parle, hein, plap, des fois trop, des fois pas assez, des fois à côté de la plaque, mais je sais parler. Et peut-être, je suis doué d'une certaine pédagogie et je me dis qu'au travers ma parole, au travers tout ça, je peux peut-être réussir à aider à des prises de conscience, à ce que chacun fasse pas les prises de conscience qui m'intéresseraient, mais les prises de conscience qui sont utiles pour lui. Ensuite, qu'il se mette dans une dynamique d'apprentissage, apprendre à faire ce qui va le rendre peut-être heureux ou le rendre utile ou le rendre fier de lui. Et puis de mettre tout ça en application. Alors c'est pour ça que je suis devenu formateur dans un premier temps, conférencier, et puis aussi je reçois ici des gens qui ont envie de faire un petit peu le point sur eux, sur comment ils fonctionnent. Donc un accompagnement psychothérapeutique, on peut dire, ou de coaching, je sais pas. En tout cas, c'est d'abord et avant tout une rencontre où je vais moi donner à l'autre l'écho que sa vie fait chez moi et essayer au travers ça, que ça l'aide à prendre conscience de phénomènes, voilà, comment il fonctionne, comment il est, comment il fonctionne, et puis de l'aider à basculer sur certains aspects de sa vie sur lesquels il peut être un peu en difficulté. Du coup, j'imagine il doit avoir un aspect psychologique, notamment sur l'aspect confiance en soi qui doit revenir assez souvent, non, je présume? Oui,
Et oui, la confiance en soi, c'est le truc, c'est le Graal en fait dans notre métier. Voilà. Mais oui. Chez le plombier, non, chez l'électricien, c'est peut-être le fusible. Oui. Mais chez nous, c'est la confiance en soi. En fait, on est parce que d'accord. tout le monde en veut. Hein. Mais avec souvent un truc un peu bizarre, c'est-à-dire les gens se disent, si j'avais de la confiance en moi, alors je pourrais faire ça, alors je pourrais être ci, je pourrais posséder ça. Et la confiance en soi, c'est pas, on va dire, c'est pas livré par Chronopost, hein, surtout par les temps qui courent. Ça s'achète pas encore. Non, ça fonctionne pas bien. Si on veut de la confiance, si on veut de la patience, en fait, il faut vivre des expériences qui vont nous permettre de la développer. Et c'est ça qu'il y a besoin de comprendre. Donc, l'idée, une personne me dit, ouais, mais je le ferais bien, mais j'ai peur. Ben oui, mais c'est en le faisant que tu auras moins peur. Je voudrais bien faire ça, mais j'ai pas confiance en moi. Oui, mais c'est en le faisant, peut-être parfois petit à petit, à ta manière, tous les jours, un petit peu comme tu veux, mais fais-le, commence à le faire. Et la confiance, c'est quelque chose, c'est comme un muscle, hein. Voilà, c'est pas parce que c'est comme le type qui me dirait, moi, j'irai à la salle de sport quand je serai musclé. Il y a un truc qui colle pas. Ouais. Donc, il y a un moment donné, tu y vas, puis les premiers temps, ça va être douloureux. Tu vas avoir tes bras, tes épaules, tu vas plus bouger, quoi. Tu vas être un vrai automate comme ça. Parce que, c'est toujours le même truc, cette sacrée confiance en soi, où on voudrait être équipé avant d'avoir expérimenté. Et il y a parfois des croyances qui sont inversées comme ça, et qu'il y a besoin de remettre parfois à l'endroit. Simplement dans une conversation, remettre ça à l'endroit. Alors, Daniel, quand tu avais 16 ans, comment voyais-tu ton avenir? Oh! Ça, c'est une question qui me fait rire parce que je me revois adolescent. Moi, adolescent, je suis un type complètement écorché, rebelle, écorché. Je ne pense qu'une chose, c'est faire la fête, trouver mes copains, sortir, réparer ma mobilette pour me tirer. Et puis voilà, je suis de 1964. Alors, j'ai vécu aussi les années 70, 77, 78, nos futurs. Alors moi, j'étais parfaitement là-dedans. Hein. C'était du présent, c'était faire la fête. Donc l'idée de même des gens qui avaient 25 ans étaient vieux déjà. Donc je n'avais aucune perception, aucune vision de quoi que ce soit. Le seul truc que je savais, c'est que j'aimais particulièrement être avec des gens. Moi, c'était pas faire qui me plaisait, c'était pas posséder qui me plaisait, c'était le contact, la relation, le lien, et ça m'a jamais perdu. Enfin, j'ai toujours resté connecté à ce truc-là. Mais c'était un grand n'importe quoi. Et je trouve que c'est bien. Mes parents en ont bavé, mais j'avais ce truc d'expérimenter, de vivre. Et j'ai tellement fait la fête et des trucs comme ça que j'en suis arrivé à avoir une grande confiance dans mon inconscient qui a bien souvent géré mes fins de soirée. Et donc là, je peux vraiment dire que l'inconscient est bienveillant. Voilà. C'était vivre l'instant présent. Complètement. Ouais. Alors, Daniel, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux justement maintenant? Ce qui me rend heureux maintenant, c'est peut-être une philosophie de vie. Avant, je commençais beaucoup mes phrases par oui mais. J'aimerais bien ça. Ouais mais. Et puis il y a quelques années, je sais plus comment j'ai trouvé ça. Ou quelqu'un me l'a dit, mais je me rappelle plus. C'est dommage parce que j'aurais tellement voulu lui rendre hommage si c'était le cas. Il m'a dit mais arrête de dire oui mais. Commence tes phrases par sachant que. J'ai dit ouais, vas-y développe ton truc là. Je dis c'est vrai. J'aimerais bien partir en vacances. Oui mais j'ai pas d'argent. Ah d'accord. Sachant que j'ai pas d'argent, comment je peux m'y prendre pour partir en vacances? Et il y avait un truc où, en fait, les choses n'étaient plus les obstacles dans ma vie, mais, en fait, en commençant mes phrases par sachant que, qui est bien évidemment plus grand que le simple verbal de base, ça a été de remettre les problèmes à leur place, c'est-à-dire comme des paramètres. Et que, aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est d'avoir cette capacité, malgré le fait qu'il peut me manquer des choses, malgré le fait que je ne puisse pas faire des choses, malgré plein de choses, eh bien, c'est d'être heureux quand même, parce que l'idée, elle n'est pas j'aimerais être heureux, oui, mais il me manque, mais sachant qu'il me manque, alors comment je fais pour être heureux? Et ça, pour moi, ça a été un bouleversement, tout simplement, et qui me porte encore aujourd'hui. Quelque chose me manque, ok, il me manque ça, sachant qu'il me manque ça, comment je fais pour aller bien sans ça? Du coup, ça amène à l'action. Oui, ça amène à vivre. Ça amène à vivre. J'ai beaucoup bricolé pendant le confinement.
j'allais dire le conditionnement, c'est vous dire, le confinement. Et en fait, on pouvait pas se déplacer. Donc pour bricoler, j'ai fait un poulailler, des trucs comme ça, enfin, voilà. Des trucs que tellement de gens ont fait pendant leur confinement. Et j'avais pas de charnière. Ah, ben, je ferais bien un poulailler, mais j'ai pas de charnière. Je ferais bien un portail, mais j'ai pas de charnière. Ben, sachant que je n'ai pas de charnière, comment je vais faire? Ben, je vais en fabriquer. Et j'avais un joie, un plaisir à fabriquer. Je fais des charnières en bois. Et donc le truc, c'est ça, c'est-à-dire, c'est pas j'aimerais bien bricoler, oui, mais non, c'est sachant que j'ai pas de charnière, comment je fais pour que ma porte s'ouvre et se ferme. Et là, la créativité se met en marche. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire la créativité se met en marche, l'action se met en marche, et le niveau de satisfaction est absolument génial parce que ce n'est plus l'environnement qui décide de mon action, mais c'est la créativité que j'ai dans la compréhension de mon environnement qui fait que je peux passer à l'action et créer des choses nouvelles et non pas attendre que les conditions soient réunies, parce qu'on se rend bien compte qu'elles ne seront jamais réunies. Et voilà. On retrouve notre rôle d'acteur. Absolument, d'acteur, de créateur. Oui. De créateur, et en fait, c'est la création tout d'un coup, sachant que, on abandonne l'idée sur laquelle on se s'arc-boutait en disant, bah ouais. Non, il n'y a plus de bah ouais, il y a que des sachant que. Et ça, c'est cool. Voilà. Merci pour ce conseil, Daniel. Ouais, c'est précieux. Oui, c'est très, très précieux. J'ai fait beaucoup de coaching, y compris pour des directeurs de maisons de retraite, je faisais un coaching qui pouvait durer des années, puisque le plus long a duré 3 ans, et on l'a renouvelé, ça a duré 6 ans. Et ça montre à quel point je suis pas efficace, mais il y a 2-3 trucs qui a passé. C'était le truc de dire, mais arrêtez de commencer vos phrases par oui, mais commencez-les par sachant que, et puis passez en créativité. Et ça, je me souviens que dans les commentaires qu'ils m'ont fait à la fin, ils ont dit ça nous a tellement aidé parce que ça bascule en fait la liberté qui se trouve à l'intérieur. Les contraintes sont dehors, mais la liberté est dedans. Mais si tu commences à mettre la liberté dehors, ben en fait tu n'as que des problèmes et des contraintes. Donc ça c'est chouette. Ouais. Eric qui pose une question, tu y réponds ou pas en toute. Quelle différence, parce que tu as parlé effectivement de politique. Quelle différence entre faire de la politique et être citoyen? Est-ce que ça t'inspire en quelques mots? Comment faire de la politique si on ne se sent pas un citoyen? C'est un individu dans la cité. Enfin, c'est pas possible. Alors, je dirais que ce qui pose peut-être problème aujourd'hui, c'est que nos hommes politiques ne sont plus effectivement des citoyens. Ce sont des carriéristes, en fait, qui ont choisi un métier parce qu'il a beaucoup de privilèges et d'avantages. Mais on n'est plus dans un projet citoyen. Sachant qu'il a dû exister quelques obstacles dans ta vie, qu'est-ce qui malgré tout t'a fait avancer? Quand il existe des obstacles, ce qui nous fait avancer, c'est que on se trouve devant l'obstacle et on n'arrive pas à le franchir. Et quand on n'arrive pas à le franchir, c'est là où effectivement on a la nécessité de se remettre en question, parce que la possibilité d'une vie sans obstacle, je ne la souhaite à personne. Il y a même des parents qui sont très, voire trop attentifs à leurs enfants. Ils essayent de supprimer les obstacles de la vie de leurs enfants, mais ça en fait de grandes nouilles qui sont après tout à fait incapables de vivre une vie normale. Donc, des événements, il y en a eu dans ma vie, bien évidemment. Une vie affective qui n'a pas toujours été simple, c'est bien vrai. Mais en fait, le truc le pire, c'est pas ça. Le truc le pire, moi, ce qui m'a fait Alors la question, repose-moi la question parce que j'ai l'impression de m'en éloigner au fur et à mesure que j'essaye de construire. Il faut cadrer Daniel. Il a compris. Est-ce qu'il y a un obstacle en particulier qui t'a fait avancer et si oui, comment? Oui, le fait de me retrouver tout seul comme un con, alors que je suis enseignant certifié en PNL, c'est le plus haut niveau qu'on puisse espérer. J'ai fait 2 masters en hypnose, je suis formé à la communication non violente, à la méthode Salomé, à l'énéagramme, et à plein d'autres choses encore. Et puis, le gars Daniel, qui est un gars qui fait venir des gens de toute la France pour des formations, c'est un type qui se retrouve à un moment donné tout seul. Il a 6 enfants, mais il n'y a pas beaucoup qu'on dit de voir. Il y a que ceux qui sont obligés pour des raisons d'organisation qui viennent. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au départ, je me dis, en fait, ils déconnent tous ces gens-là, mais en fait, le point commun de tous ces gens-là, c'était quand même moi. Donc, il y a eu quelque chose qui est apparu, c'est que en fait, malgré toutes mes compétences, en fait, j'étais pas un type très sympathique. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait ça m'arrive ça franchement, je connais tous les trucs de communication, machin, il bouge les yeux en haut, machin, ça veut dire que blablabla, voilà. Et le premier truc, c'est que je voulais absolument toujours avoir raison. Toujours raison.
Je voulais toujours avoir raison. Et je me trouvais parfois dans des situations où j'argumentais avec une mauvaise foi la plus... je pourrais quasiment travailler au gouvernement. Donc le truc c'est que j'étais d'une mauvaise foi et j'apportais des arguments en fait qui n'avaient aucun intérêt dans la discussion, mais qui n'avaient qu'une vocation, c'était d'avoir raison. Alors j'ai fini par avoir raison puisque je n'avais plus d'opposants. Ouais, d'accord, je comprends. Et ben justement, tu parlais de tes enfants, je pense que parce qu'ils disent papa, donc il y a Camille qui te regarde et puis il y a Thaïs. Oui, elles sont toutes les deux en Suisse. C'est ma grande fille et puis aussi celle du milieu, parce que la plus jeune est pas loin dans sa chambre. Et bien donc il y a Estelle qui veut faire part aussi. Daniel, tu apportes tellement aux autres, mais qu'est-ce que les autres peuvent t'apporter en dehors de leur lot de peur, de doute, de manque de confiance? C'est Estelle qui te fait ce petit poste-là. Salut Estelle, merci beaucoup pour cette question qui est assez difficile en fait. Je me disais en fait ce matin, je réfléchissais à ça. Je passe beaucoup de temps dans ma tête en fait, souvent à réfléchir. Nous sommes vraiment des êtres de lien, et on a besoin de liens. Moi, je me suis servi d'un talent naturel en fait pour être en relation avec les gens. Moi, je m'en fous que les gens ils aillent bien ou ils aillent mal. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ça m'est tout à fait égal. Tout ça, c'est de la relation humaine. Je n'irai pas bien ou mal parce que les gens autour de moi vont bien ou mal. J'irai bien ou mal parce que je sais pas prendre soin de moi. Et que si je vais mal, c'est pas parce que je fréquente des gens qui vont mal, c'est parce que je ne sais pas en fait prendre soin de moi. Et moi, je rencontre des gens qui à un moment donné vont mal, mais comme moi, à des moments donnés, je vais mal. Et dans le confinement, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Que je sois enseignant certifié en PNL ou quoi que ce soit, il y a des moments où j'avais une confiance, une patate d'enfer, puis il y a des moments, les matins, je me suis levé, je me suis dit, waouh, où est-ce qu'on va? C'était difficile. Donc, qu'est-ce que m'apportent ces gens-là? Mais du lien. Ils m'apportent de l'échange, ils m'apportent du partage, ils m'apportent le sentiment d'être vivant, d'appartenir à des communautés, à des collectivités, d'être aimé, d'être reconnu, d'être rassuré. Je suis un être dans le lien. On crée des liens et qui sont absolument indispensables. Si on nous coupe de ces liens, on va pas tenir. Donc, ils m'apportent autant que je leur apporte. Merci. Et je pense que je dois leur apporter beaucoup parce qu'ils m'apportent beaucoup. C'est vraiment, ça ne peut pas, une relation, je pense à Estelle, une relation qui dure dans le temps. C'est une relation qui ne peut pas être déséquilibrée. Si elle est déséquilibrée, elle va s'arrêter. Et si moi j'ai, quelques témoignages de gens qui m'aiment bien, c'est que moi je m'en trouve nourri et eux s'en trouvent nourris. Il n'y a pas le grand maître sur son piédestal et qui lui diffuse sa bonne parole. En fait, moi je suis nourri de tout ça et ils sont nourris aussi de tout ça. Donc c'est un échange, c'est un partage. Un échange gagnant-gagnant. Ah mais totalement. C'est intéressant parce qu'il y a au moins 2 piliers de la pyramide de Maslow que tu as cité en termes de reconnaissance et de communauté. Donc effectivement, on voit bien que ça apporte. Bien sûr. Bien sûr, c'est sécurisant de savoir qu'il y a des gens, on peut compter sur eux. Et moi, je dois travailler ma confiance en moi, mais j'ai aussi besoin de me sentir en sécurité parce que j'appartiens à une collectivité, j'appartiens à une communauté. On pense à Thaïs tout à l'heure qui me dit oh papa, tu sais, moi j'ai bien gagné ma vie. Là, si t'as besoin, t'inquiète pas, je suis là. Si t'as besoin d'argent ou je sais pas quoi, parce que moi je suis pas un homme d'argent, donc je vis comme ça. J'ai 3 poules maintenant, donc maintenant ça y est, j'ai assuré. Mais je trouve tellement merveilleux et on s'entraide. Voilà, et on en a besoin. L'individualisme, c'est formidable de devenir quelqu'un de grand, de merveilleux, mais c'est triste à mourir et c'est dangereux. On va monter très haut, mais on est tout seul là-haut. Alors, mais justement, quelle belle transition. Merci Daniel. Justement, pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Oui. Oui, je le mets sur plusieurs aspects. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai fini tout seul comme un con parce que j'étais con. Et j'ai appris que j'avais un ego, je le savais pas trop. Et l'ego, lui, en fait, il est là pour interagir avec les autres, pour donner le change. C'est comme un train d'atterrissage pour un avion. En fait, ça évite de s'écraser.
Et quand on arrive sur Terre, c'est notre ego qui va créer les liens, qui va comprendre les enjeux, qui va comprendre ce qu'il faut donner aux autres pour qu'ils nous donnent ci, donnent ça. Mais moi, j'ai été pendant de très nombreuses années que là-dedans. Je n'existais qu'au travers les yeux des autres. Mon grand bonheur a été de découvrir que, en fait, ça, c'était juste un outil qui nous permettait d'être en lien avec les autres, mais qu'on avait aussi un soi beaucoup plus profond et qu'on avait le droit aussi de l'écouter, de l'alimenter. Et ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est de réussir à équilibrer les deux. Si tout à l'heure, quand on aura fini le live, je pourrais peut-être me dire, je suis vraiment satisfait de ma préparation, de mon implication, de ce que j'ai fait. Je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je suis fier de moi. Et je pourrais aussi peut-être dire, tiens, en fait, parce que Erwan ou Sandrine nous dire, tu sais, les gens étaient contents, on a eu des retours, c'est cool, je vais me sentir reconnu. C'est-à-dire de réussir. Pour moi, le bonheur aujourd'hui, c'est de réussir un équilibre entre l'ego, qui est une fantastique machine à coopérer avec le monde, et puis mon essence, qui est beaucoup plus intime, interne, beaucoup plus basée sur d'autres aspects. Certains diraient l'âme. Mais si on est un être humain, on pourrait dire que l'être, c'est l'âme. L'humain, c'est peut-être aussi plus la dimension égotique. On a ces deux dimensions à l'intérieur de nous. L'objectif, c'est d'équilibrer tout ça de la même manière qu'on essaye d'équilibrer notre mental, notre cœur, notre corps, tout ça dans quelque chose d'équilibré. Moi, ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est de trouver des équilibres. C'est-à-dire, des fois, je suis invité, je me dis, je sens bien que pour faire plaisir, je pourrais y aller, mais au fond de moi, peut-être j'ai envie de rester avec moi. Et donc, j'ai le choix maintenant, parce que les deux postures sont équilibrées. Il n'y en a pas une qui crie famine en disant qu'est-ce que les gens vont dire ou je sais pas quoi, mais de toute façon moi j'écoute plus mon ego, maintenant je suis un être tellement évolué que je me concentre que sur moi. Non, en fait c'est trouver l'équilibre entre les deux, et ça me rend heureux. Ça, c'est sans doute le premier truc. Le deuxième truc, c'est d'apprendre le déconditionnement. Le déconditionnement, le fait de... Jusqu'à présent, j'ai toujours cru qu'on était heureux. Si, on était heureux à cause d'eux. Tout était conditionné à ce qu'on possédait. J'ai roulé dans une belle Jaguar à une époque, parce que en fait, comme c'est ça, la classe. C'est la classe en plus. Ouais. Franchement, c'est pas mal non plus. Franchement, le moteur 6 cylindres en ligne, moi j'aime bien. Mais le truc, c'est, moi j'avais toujours pensé que je serais heureux je serais heureux le jour où. Et sans doute une des grandes révolutions qui a eu lieu dans ma vie, c'est que il fallait déconditionner le fait d'aller bien, à la fois des relations et aussi des résultats et des objectifs qu'on pouvait atteindre. Il est tout à fait nécessaire d'avoir des objectifs dans la vie. Pour moi, ça me paraît évident, c'est-à-dire des rêves, mais ne pas être heureux si les rêves sont atteints. Mais être heureux, quel que soit le phénomène qui aura lieu. Peut-être les rêves se réaliseront, peut-être ils se réaliseront pas, mais d'avoir un projet pour aller bien. La première clé, c'est con à dire, mais la première clé pour aller bien, c'est d'aller bien. C'est-à-dire d'avoir un projet pour aller bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait du bien en dehors de mes relations? Qu'est-ce qui me fait du bien en dehors de ce que je fais et en dehors de ce que je possède? Je sais pas, moi je suis un gars de l'agriculture, j'ai besoin, là c'est vrai que j'ai besoin d'être en contact avec la terre, avec mes animaux, j'aime bricoler, tout ça, ça me recentre. Ça ne produit rien du tout. La plupart du temps, ça sert à rien. Mais ça me permet d'aller bien. La première clé, si on devait en trouver une, c'est que pour aller bien, faut avoir le projet d'aller bien. Dans sa tête, dans son cœur et dans son corps. Donc une bonne énergie, être actif, faire du sport, de l'activité, peu importe, gérer ses émotions, et puis avoir un mental solide avec des croyances qui sont solides. Par exemple, moi je suis un mental. Je suis un mental, je dirais, fragile, puisque j'ai une petite tendance paranoïaque. Pour ceux qui connaissent l'énéagramme, ils comprendront tout de suite. Donc, par exemple, dans cette période de confinement, il est hors de question pour moi d'écouter une seule seconde la radio ou la télévision. Parce que je n'irai pas bien, et après j'essaierai peut-être, je sais pas, de fumer un pétard ou de boire des coups pour essayer de retrouver un bien-être parce que je me mets mal. Là, t'es perdu, donc, complètement perdu là. Complètement perdu, parce que mon mental va partir, il amplifie tout. Donc il faut que je sois très attentif à ce que je mets dedans. De la même manière que quelqu'un qui est très émotionnel, il faut qu'il soit attentif à ce qu'il met dans son système émotionnel. Donc le travail, c'est vraiment un travail physique. Avoir de l'énergie, ça c'est le corps qui nous le donne,
et avoir un équilibre psycho-émotionnel qui soit satisfaisant, en dehors de tous les résultats obtenus dans mes relations, dans mon couple, dans mes affaires. Et je vais me rendre compte que mieux je vais, eh ben mieux je suis positionné pour que tout ça aille encore mieux. Mais si je me dis j'irai bien lorsque ça sera réglé, eh bien ce que je perçois c'est le manque. Donc ça me met dans un état de manque. Dépendance. Et quand je suis dans un état de manque donc et de dépendance, je vais avoir peur que ça ne se produise pas. Là, je vais moins bien et la manière dont je me positionne fait que en fait, j'obtiens moins bien avec quoi je suis accroché, c'est-à-dire mes rêves. Donc avoir des rêves et aller bien, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Ça a été pour moi une révolution d'arrêter le conditionnement, c'est-à-dire de me déconditionner, de l'avoir, du faire. Et tout simplement être bien. Et avec mes trucs à moi. J'ai refabriqué il y a 2-3 ans, j'ai fabriqué une perceuse de 4 mètres. J'ai essayé de faire un trou dans le sol, ça n'a pas marché, j'ai tout démonté, très bien. Bon, parce que j'aime ça. Parce que ça me fait du bien. Ça ne produit rien du tout, mais ça m'équilibre. Je suis dans une créativité positive, je m'amuse comme un petit fou à faire mes soudures, mes machins, mes trucs, je fais mes tentatives, ça marche pas, ça n'a pas d'importance. Là aussi, on retrouve la notion de faire, quoi. Faire. Alors, pas que faire, en fait, c'est du faire pour être. Oui, par exemple, je vais te donner un exemple qui est très simple, tu vas voir, c'est très simple. Tu peux faire un jardin pour avoir des légumes. Ça, c'est ce qu'on appellerait un projet opérationnel. Et tu peux faire un jardin pour te détendre. Ça, c'est un projet bien-être. Et tu peux faire les deux en même temps. Tu peux faire un jardin pour te détendre et en même temps qui produit les légumes. En plus, tu les manges, c'est cool. Donc il y a plein de trucs, il faut voir en fait, est-ce que je suis en train de faire ça parce que ça répond au conditionnement du boomerang, c'est-à-dire je fais ça parce que si ça réussit, alors en retour je vais me sentir bien, reconnu, machin, etc. Ou est-ce que je suis en train de faire un truc qui est directement en lien avec mon bien-être? C'est là toujours cette question qu'il faut se poser parce que ça nous évitera bien des déconvenus. Donc voilà ce que j'ai compris ces dernières années et que j'essaye de pratiquer puis qui me réussit plutôt bien. Alors justement, je rebondis, Daniel. La question suivante, qu'est-ce que ça te procure comme sentiment? Alors, comme il y a deux lignes, quel sentiment te procure le fait justement d'être juste toi, tel que tu nous l'as décrit, et quel sentiment te procure le fait de transmettre tout ce que tu apportes aux autres? La première question, elle est pour moi difficile à comprendre. Quel est le sentiment que ça te procure d'être juste toi? Quand tu parles de ta perceuse, par exemple, quand tu as vraiment été toi et que tu t'es éclaté à faire ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as ressenti? De la joie. De la joie. De la joie. Okay. De la joie, de la fierté. Oui, très bien. Et de la confiance en moi, dans ma capacité aussi à dire zut au conditionnement, parce que la pression me dirait mais pourquoi tu fais ça, Daniel? T'as vu tes voisins te regardent, gna 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 gna. Mais il y a une espèce de truc je m'occupe de moi. Voilà. Et peu importe ce que les gens en pensent. Souvent, on a une très bonne ambiance dans le village. Là, on a un village avec une dizaine de maisons. Ils me disent, mais Daniel, qu'est-ce que tu es encore en train de faire? Je dis, là, je fais une grue, je fais un machin. Voilà. Donc, ça n'a aucun sens. Ça fait rire tout le monde. Mais moi, ça me fait du bien. Parce que quand j'étais petit, j'aimais bien faire ça. D'accord. Et donc, moi, j'ai souvent vu, en fait, la vie. Tu vois, là, j'ai 55 ans. Et ici, j'ai comme une grande ligne sur le côté. Et il y a tous les petits Daniel, en fait, que j'ai laissés à un moment donné. Tu vois, ils ont vécu un événement qui l'a marqué. Le petit Daniel, comme ça, il l'a marqué, mais il est resté comme ça. Et puis, vu que le petit Daniel, il bougeait pas et que la vie continuait, il a fallu que je m'en décale et que je continue à vivre. Et c'est comme si je l'avais laissé sur le chemin. Et quand je fais une grue, eh bien, je vais le rechercher. Excellent. Et donc, moi, je passe ma vie à aller en chercher. Je sais pas combien il y en a encore, parce que je suis allé en chercher plein. Mais le fait, je sais pas, j'ai un petit tracteur, une remorque, des trucs comme ça, parce que je suis un gars de la campagne, mais je vais chercher tout le Daniel qui était resté des fois où on lui avait pas demandé son avis, ou il avait une envie, mais on l'avait pas écouté. Et je lui dis, attends, Daniel, viens, je vais te chercher. Et ça, c'est intéressant de savoir que on a fabriqué comme ça, tu vois, on avance, on bloque sur un événement, la vie continue, tu es obligé de se décaler et de continuer sans une partie de soi. Et je crois que le truc le plus génial, c'est et ce temps de confinement qu'on a tellement voulu, tout le monde dit ouais, faut faire un retour sur soi. Vas-y mon gars, vas-y, c'est le moment. Voilà. Faut y aller, là.
Ne te préoccupe pas de tout ce qu'il y a comme agitation ou de ton business ou je sais pas quoi. Retourne à l'intérieur et va les chercher, les petits Daniel. Et fais-le ton poulailler, fais-le ton jardin. Même si tout le village se fout de ta gueule, ça n'a aucune importance. C'est génial. Donc là, on retient la joie que ça te procure. Oui, c'est ça. Par contre, l'autre ligne, quand tu transmets, quand tu accompagnes, qu'est-ce que tu ressens là? C'est un peu pareil? Je ressens plusieurs choses. Je ressens. Alors, il y a peut-être un truc transgénérationnel un petit peu là-dedans. Moi, mon papa était né en 1919, donc tu vois, il aurait 100 et quelques années. Il aurait toujours voulu être professeur d'histoire ou de géographie. Et il a jamais pu le faire parce que bon, voilà, pour des raisons, voilà, à 9 ans, il est obligé de quitter l'école, etc. Et moi aujourd'hui, je suis professeur, voilà, je suis formateur. Il y a une espèce de truc de continuité à chaque fois. Je peux le saluer. Je trouve que c'est sympathique, voilà. Et je crois que sur le chemin du petit Daniel, il n'y a pas que Daniel en fait, il y en a d'autres. Et donc il y a une grande joie de me dire en fait, on a réglé un truc aussi dans la famille. Et moi, je suis super content d'avoir contribué à ça. Voilà. Et ensuite, il y a, je dirais, moi je suis très attentif aux valeurs que mes parents m'ont transmises. Il y en a que j'ai jeté, hein, parce que franchement, des fois c'était un peu naze, mais il y a des trucs qui m'ont construit et dont on parle souvent en famille. On dit ouais, papy Clément, mamie Michel, voilà, c'est des gens, gna 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 gna, c'était solide, etc. Et c'est vrai que moi j'ai cette chance d'arriver d'une famille solide, de gens intelligents et intéressants. Et pour moi, ça a toujours été d'une évidence qu'il fallait, comme quelqu'un qui hérite d'une vingtaine de tableaux de maîtres, voilà, il va pas s'en servir pour boucher la fenêtre du poulailler, quoi. Il va les faire fructifier, il va peut-être les exposer, il va en faire quelque chose d'intéressant. Donc l'idée, c'est d'améliorer encore ça. Cette posture sociale, mon père était un homme social, ma mère aussi, une posture politique, une posture syndicale, une posture de transmission. Mon père adorait faire des discours, j'ai toujours aimé, moi je fais des conférences, etc. Donc il y a la joie, en fait, d'une continuité. Et puis il y a aussi, moi je suis un rebelle depuis que je suis tout petit, il y a aussi l'idée de dire, ben, putain les gens, réveillez-vous. Réveillez-vous sur votre propre vie. La politique, c'est la politique, mais réveillez-vous sur votre propre vie. Et moi, ce que j'aime, c'est de construire, avec la pédagogie qui est la mienne, de construire des situations dans lesquelles les gens vont vivre une expérience de prise de conscience. Et que tout d'un coup, ça fasse « waouh !» Et que tout d'un coup, le monde s'ouvre. Le monde s'ouvre et qu'ils n'avaient jamais vu le monde comme ça. Ensuite, ils sont intelligents, ces gens, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais que ça s'ouvre et que tout d'un coup, waouh! Et du coup, est-ce que tu as le sentiment de réussir ta vie en arrivant à réussir? Oui, ma vie professionnelle, oui, mais ma vie professionnelle, c'est un des aspects. Je suis plutôt bon dans mon métier, donc j'ai plutôt bien réussi dans ma vie professionnelle. Mais si à côté, je ne pouvais pas être un minimum un bon père, un bon frère, un bon fils, j'estimerais que non. Il faut un certain... Et où je peux dire aussi que je réussis peut-être, c'est que j'ose. J'ose, et parce que rien n'est écrit, ou la seule chose qui est écrite, c'est le passé. Donc si on construit sa vie en fonction de ce qui est écrit, en fait, on va juste faire d'une manière différente, un peu plus de ce qu'on a toujours vécu. Mais être capable de créer, c'est-à-dire de laisser faire à certains moments, de ne pas savoir, et de prendre le risque de vivre ce qu'il va y avoir à vivre. Moi, je suis très content dans cette période de confinement. Je suis pas un homme qui a beaucoup d'argent et j'en ai pas beaucoup là actuellement. Et je trouve ça génial de me dire, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Et je me rends compte que je connais, y compris dans ma famille, des gens qui ont à peu près 200 à 300 fois beaucoup plus d'argent que moi. Et ils sont très, très inquiets sur que va devenir leur argent. Donc, en fait, l'inquiétude ou la créativité ne dépend pas de ce qu'on possède, mais d'une attitude face à la vie et face aux événements. Oui, complètement. Dis-moi, quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton bonheur? L'acceptation, je pense, et l'impermanence des choses. Les choses naissent, vivent et meurent. Et c'est comme ça. Quand on est malheureux, ça peut pas durer. Impossible. J'étais des fois mais malheureux comme un caillou en plein hiver.
Mais ça dure pas, qu'on fasse quelque chose ou rien. En fait, ça peut pas durer. Quand on est super heureux, ça va pas durer non plus. C'est-à-dire que c'est d'accepter cette espèce de truc qui s'appelle la vie, qui est impermanent, et que dans chaque événement, il va y avoir un peu de tout. De la joie, de la tristesse, de la peine, de la souffrance, du plaisir, de l'inquiétude, de la rassurance. Et foncer là-dedans et y aller, quoi. Ça, pour moi, c'est ça qui est essentiel. Oser créer. Oser créer. Et est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais partager avec nous qui t'a aidé dans la vie? Un outil, je sais pas ce que ça veut dire trop, un outil. Un moyen. Non? Hein? Quand tu dis, Sandrine, c'est un outil, ça peut être un moyen? Oui, un moyen. Plus de la philosophie. Plus de la philosophie, et la philosophie, ça reviendrait sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sachant que, ça c'est absolument essentiel, et ne confie jamais ton bonheur à l'extérieur. Sois acteur, quoi. Hein, sois heureux à l'intérieur de soi, de toi, et puis ça va rayonner à l'extérieur. Ne souhaite jamais de mal à quelqu'un, parce que si tu souhaites du mal à quelqu'un, eh bien il faut que tu l'entretiennes à l'intérieur de toi, ce mal, hein, pour pouvoir le projeter sur lui. Et l'effet boomerang fera que tu vas en prendre plein la gueule. Donc, soit n'y pense pas ou pense du bien. Ah, merci. Merci Daniel. Dis-moi, qui t'inspire, Daniel? Est-ce qu'il y a une personne ou des personnes qui t'inspirent ou une citation qui t'inspire? Oui, moi c'est ce qui m'inspire, c'est tous les gens qui osent sortir de la certitude pour se lancer dans l'inconnu et d'essayer de le faire avec dignité et oui, ce qui m'intéresse, oui, c'est les gens qui osent et qui le font avec dignité. Voilà. Et après, moi, mes références, c'est pas Bill Gates, hein, c'est sûr. Je serais plus Pierre Rabhi. Je trouve cet homme, j'aime la lumière qui brille dans ses yeux et l'intelligence de ses actes. J'aime les gens qui vont prôner la sobriété heureuse. J'aime les gens vrais. Et voilà, le truc que j'aime pas, c'est les égos spirituels. Hein, en récitant tout son chapelet de choses spirituelles un peu niaiseuses qui sont pas intégrées. Donc moi, je préfère quelqu'un. Moi, j'ai fait une conférence l'autre fois et je racontais, je disais, moi j'avais un gars comme ça, un copain qui était menuisier, et puis un jour il me dit un petit peu timidement comme ça, parce qu'il avait les mains rocailleuses, qui quand il pliait les mains, ça avait tendance à casser tellement il travaillait dur. Puis un jour il me dit comme ça avec un petit peu de timidité, il dit, tu sais Daniel, j'ai acheté de la crème. Voilà. Moi, je trouve que ce mec-là, il a dépassé des trucs incroyables, quoi. Voilà. Et il a osé faire des trucs, voilà. Ça paraît rien, mais dans son monde. Si on regardait, tous ces personnes absolument géniales qui tous les jours font des choses où ils se dépassent, mais ça ne se voit pas à l'extérieur. Et voilà, moi je vois mon voisin qui est quelqu'un qui est très vieux, qui est très fatigué et qui fait son petit tour avec son déambulateur. Ce mec-là m'inspire. Il en veut, quoi. Voilà. Et c'est ça. J'ai vu mon fiston Pierre là qui a fait un joli poulailler, un joli jardin pendant son confinement. Il y a mis tout son cœur. Mais ça me fait triper, quoi. Donc c'est pas des choses qui sont visibles. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dedans. C'est comment une personne réussit à dépasser ses croyances, son monde. Voilà, on félicite aujourd'hui. Je me rappelle quand, vous savez, il y avait eu une émission sur TF1 ou je sais pas quoi, où un hélicoptère s'est planté, là, où il y a eu 11 morts ou je sais pas quoi. On se souvient des 3 connus, quoi, ceux qui avaient fait des exploits, les autres, c'était des caméramans, des petites gens, quoi. Moi, j'aime les petites gens. Voilà, les grands, voilà, j'aime les petites gens par leurs efforts quotidiens. Voilà, voilà, c'est sans doute ma culture, mon histoire, mon historique. Mon père était quelqu'un qui a eu faim, qui a vécu la guerre, mais qui avait une dignité dans sa manière d'être. Il m'a bien transmis aussi sa capacité d'avoir raison, mais je le remercie aussi. Mais voilà, ça, moi, je dirais, mon père est quelqu'un qui me fait qui fait référence pour moi. Souvent, quand j'ai des décisions à prendre, je vais le visiter. Voilà.
Et quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui a envie d'oser mais qui n'y arrive pas? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Hormis le sachant que. Ah, mais exactement. Et là, tu as raison, parce que souvent les gens me disent, mais est-ce que tu crois que c'est la bonne solution? Est-ce que tu crois que c'est le bon chemin? Est-ce que tu crois, gna gna gna, est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu ferais toi? Et j'ai dit, tu sais, chaque décision qu'on va prendre, moi j'appelle ça des 883. Parce qu'en fait, c'est complètement idiot. C'est juste un petit rappel à la première moto de chez Harley Davidson, qui fait 883 cm3. Tu vois, cela, voilà. Mais j'ai toujours appelé ça 883. Ça veut dire, quelle que soit la décision que tu vas prendre, il y a 883 avantages, 883 inconvénients. Il y aura 883 manières de souffrir, 883 manières d'avoir du plaisir. Ça veut dire que chaque chemin que tu vas prendre, il est aussi équilibré que celui d'à côté. Et il n'y en a aucun qui va te préserver. C'est vrai. Voilà, aucun qui va te préserver. Donc, peu importe, sur les deux chemins, tu gagnes autant. Fais celui qui te donne la possibilité de devenir la personne que tu veux être. Parce qu'on est rien au fond qui je suis. Moi, je sais pas, Daniel Morel, il est né, 4,5 kg, bon, terminé. Je vais devenir mes actes, ce que je pose, voilà. Et si je commence à prendre un tableau Excel en disant, alors d'un côté à gauche, on va mettre les inconvénients, et d'un côté à droite, on va mettre les avantages. Et si à un moment donné, par malheur, les deux colonnes ne sont pas exactement équilibrées, ça s'appelle un manque d'objectivité. Point à la ligne. Parce que ça veut dire que, en fait, je prends parti. Une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est quand les avantages arrivent en premier. Une mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est quand les inconvénients arrivent en premier. On se rend bien compte que le jour du divorce, il n'y avait pas que des avantages dans le mariage. Donc, c'est là où, en fait, on va comprendre la subtilité de nos fonctionnements. Donc, là, le conseil à donner, c'est que, prends le chemin que tu veux, hein. De toute façon, ils sont aussi faciles et compliqués l'un comme l'autre. Voilà. Dis-moi, Daniel, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Ouais, je pense que je dis beaucoup de blagues, en fait, qui font pas toujours rire tout le monde. Je crois que je me dis souvent que avoir de l'humour, c'est faire toujours 50% du chemin, quoi qu'il arrive. Donc, essayer d'avoir de l'humour, je tiens ça aussi de mes ancêtres, hein, voilà, de raconter des blagues, de me retrouver tout seul aussi. J'ai besoin de nombreuses heures d'être tout seul, d'être dans mon petit monde, parce que je suis extrêmement sensible, et quand je vais dans le monde extérieur, eh bien, vu que je suis sensible, je suis chahuté, très chahuté, et je me décentre, mes idées s'en mêlent, mes émotions, ça y est, ça part en sucette, je me sens pas bien dans mon corps, et quand je retrouve mon espace, eh bien, ça y est, hop, je me recentre. Donc ça fait partie de mes habitudes de passer du temps tout seul. Si j'ai pas ça, je suis pas bien. D'accord. Je reprends juste là. Je te coupe, excuse-moi, Sandrine. Il y a Virginie il y a plein de questions, des remarques. Je pense que ce sera intéressant, Daniel, pour toi de les lire parce que évidemment, ce que tu dis, ça inspire, ça fait écho pour plein de gens. Donc je peux pas tout reprendre, mais voilà, merci de laisser vos commentaires, c'est toujours sympa. Et puis je pense que Daniel appréciera de les lire ensuite. Je vais absolument lire tous les commentaires. Et s'il y a des questions, y répond. Voilà. Virginie qui pose une question, Daniel, on ne devient que ce qu'on est. Qu'en pensez-vous? Je crois pas ça. On vient sur Terre vivre une expérience et ce qu'on est n'est pas, n'est pas terrestre en fait. L'humain que on va dire ça. Alors je vais reprendre. Notre être profond, oui, il existe, mais si on fait une expérience humaine, si on est né un jour sur Terre, eh bien c'est pour vivre une expérience, et c'est cette expérience-là qui va faire qui on est. Je différencierais l'être, l'âme, qui, lorsqu'elle n'est pas dans le train de la vie de la Terre, et l'humain que nous sommes, qui en fait va se déterminer par les actions qu'il pose. À chaque action,
c'est pas le résultat. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est pas le résultat qu'on obtient dehors. C'est la transformation qui s'opère dedans quand on fait quelque chose. Lorsque j'ai appelé ma maman tout à l'heure, bien évidemment, ça lui fait plaisir. Je suis pas à téléphone en plus. Alors, voilà. Mais quand je l'appelle, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, de très intime, parce que je pose l'acte d'être un enfant qui appelle sa maman, ou un fils qui appelle sa mère, comme on veut, peu importe à quel niveau on le prend. Mais c'est pas le résultat. Est-ce que ma maman est contente ou pas? Bon, si ça a de l'importance, bien évidemment. Mais le fait de décider de le faire, le fait de se posturer comme un fils qui a ce ressenti-là, ça vient travailler des zones absolument incroyables à l'intérieur de moi, et ça me fait devenir quelqu'un. On n'associe pas un individu à ses résultats ou à ses actes. Je dis que les actes que nous posons vont transformer notre être en profondeur. Parce que nous ressentons des sensations. Lorsque je fais un truc à la con, eh bien, ça transforme mon être dans quelque chose de moins bien. Parce que mes ressentis à l'intérieur sont pas terribles. Quand je fais un truc chouette, bon, c'est un beau résultat, c'est chouette, machin, mais ça me touche, ça vient me travailler, mais chimiquement, physiologiquement, ça me construit. Si je fais des belles choses, je vais sentir mes épaules qui se relèvent, mon torse qui se bombe. Quand j'ai fait une merdasse un peu, physiologiquement, je change. Alors si je change physiologiquement, émotionnellement, je ne vis plus les mêmes choses. Intellectuellement, je ne suis plus le même. Et l'ensemble de tout ça, l'intellect, l'émotion, le corps, ben c'est moi. Et donc ça me construit petit à petit. Voilà. Et quelle serait la plus belle chose, Daniel, que tu as pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Répète donc la question, celle-là. Quelle est la plus belle chose que tu as pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Ah, ma sensibilité, ouais. C'est une force. Ouais, c'est assez. Je me répète aussi, on a une certaine récurrence dans les types de témoignages de gens divers et variés où on entend le partage, on entend la nature, on entend la sensibilité. Ça revient presque à chaque fois cet ADN commun, voilà. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait un peu exister chez vous. Potentiellement. Bah oui, et tu sais, c'est rigolo ce moment-là. Je vais te dire, Daniel. Moi, je te le dis comme je le vis. Je sais pas. On l'a vécu plusieurs fois, Sandrine. Je sais pas. On n'en a pas parlé, mais il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, à trois entre guillemets. Oui. Voilà. Enfin bref, c'est vraiment rigolo. Sandrine. Oui. Alors, du coup, Daniel, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Va vers des gens qui ne te ressemblent pas. Va rencontrer des gens qui ne te ressemblent pas. L'ensemble des réseaux sociaux nous amène à côtoyer que des gens qui finissent par nous ressembler. Et en fait, on croit qu'on vit dans un monde avec des gens qui fonctionnent que comme nous. Et dès qu'on part un peu à l'aventure et qu'on commence à discuter avec des gens qui ne nous ressemblent pas, on découvre des mondes, des visions du monde, des talents. Va vers des gens qui ne te ressemblent pas. C'est dans la différence qu'on apprendrait à ce moment-là? Ouais. Oui. Sinon, on va devenir un petit peu spécialisé et on aura tendance à boucler. Voilà. Moi, je dis avec mes mots à moi, mais j'ai pas. On devient une caricature de soi-même, le risque. Oui, c'est ça. Oui, c'est toujours les mêmes ornières en fait. Voilà. Sandrine. Alors, dis-moi, Daniel, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'accepte. Eh ouais. Bah ouais, des fois j'ai pas le moral. Hein. Là j'ai la chance d'être avec ma fille. Il y en a. J'ai dit ce matin non, j'ai pas le moral. Bah j'ai pas le moral. Voilà. Je crois totalement à l'impermanence des choses. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Je vais pas en plus rajouter du combat à ça. Ben j'ai pas le moral. Alors je vais pas me lancer dans des choses qui peuvent être affectées par ce manque de morale. Donc pas de décision importante. Pas de choses qui vont me
qui vont avoir tendance à me couper de ça. Il faut que je reste en n'ayant pas le moral et en faisant ce que je peux faire en n'ayant pas le moral. Sachant que j'ai pas le moral, qu'est-ce que je peux faire? Ils n'ont pas, j'aimerais bien aller bien, oui, mais j'ai pas le moral. Non, ça ne peut pas durer. Et ça durera d'autant moins que je me laisse traverser par ça. Si je lutte contre les émotions ou par un sentiment ou par, ah mais c'est la fin des haricots. C'est vrai, c'est bon de le rappeler. Ouais. Ben voilà, ça doit nous traverser. C'est un petit peu comme une pandémie qui traverse un pays. Voilà, il va y avoir quelques petits dégâts, mais si on essaye de lutter contre, elle reviendra un peu plus fort. Eh bien justement, mais quelle transition Toute encore. ressemblance avec des faits réels ne serait que pure coïncidence. Et justement, Daniel, pour la dernière question, qu'est-ce que ce confinement a révélé en toi? Que je suis solide. Et je suis content de ça, que j'ai jamais que ça m'a aidé à prendre conscience que tout le travail que je fais depuis des années à aller bien, à me recentrer, à avoir un mental qui fonctionne plutôt bien, ben ça a marché dans des périodes un petit peu plus compliquées, que on est obligé de se faire confiance. Ce que ça révèle pour moi, c'est que on n'a plus de vérité dehors. On n'y en a plus. Si tu veux allumer la télé, c'est que des mensonges. Si tu écoutes Pierre-Paul Jacques, il n'aura que son point de vue. Chacun est arc-bouté sur son point de vue. Donc là, l'idée d'avoir raison, c'est le sujet. Tu vois, si à Noël on parle du Covid, ça va être terrible en fait, parce que il y a des divisions incroyables dans les modèles du monde par rapport à ça. Ça va du complot jusqu'à la pauvre maladie. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire référence à soi, de commencer à s'écouter soi, de commencer à écouter son ressenti, ce qu'on pense vraiment au fond, et d'arrêter de s'abreuver de toutes ces versions qui sont irréconciliables et qui de toute façon ne nous donneront aucune information solide, puisque ce sont soit de la désinformation, soit des mensonges, soit des points de vue qui sont le fruit de ce que chacun croit profondément. Et moi, quand je regarde, je sais pas si je regarde un truc sur Facebook, ben je ne vais y voir que ce que je crois, de toute façon. Donc, ça m'amène à me concentrer sur mes ressentis, sur le fait que je suis un animal ou un humain qui sait vibrer juste et qui peut au moins de temps en temps arrêter de vouloir se rassurer à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il n'y en aura pas de rassurance. Merci beaucoup, Daniel, d'être Merci venu beaucoup ce soir. Franchement, c'est un honneur encore de clairement invité remarquable encore. Décidément, on les cumule, c'est génial. Mais non, vraiment, c'est une belle rencontre et j'espère qu'on aura encore l'occasion de se voir. Merci beaucoup de nous avoir apporté tes conseils et de nous avoir ouvert ton univers. Et merci toujours aux fidèles qui nous écoutent, de Bonheurs Anonymes, les bénévoles et tous les amis qui sont là et qui sont venus sur ta chaîne, Erwan. Et merci beaucoup à toi, Erwan, d'avoir une nouvelle fois Bonheurs Anonymes pour qu'on puisse s'exprimer devant le plus grand nombre. Merci beaucoup à tous les deux. Daniel, à toi le micro beaucoup. Pour le mot de la fin, si tu veux bien, Daniel. Avec plaisir. Merci à tous les deux d'avoir organisé ce moment-là, parce que moi c'est ce que j'aime faire, et puis on peut voir au nombre d'auditeurs que ça répond aussi à une envie, à un besoin, à une attente, et tant mieux. Et si peut-être il y a eu des prises de conscience qui ont été faites avec plein de sachant que, par exemple, ce serait clairement absolument génial, quoi. Voilà, parce que ça facilite la vie et il n'y a pas besoin de se fabriquer une vie difficile. Donc merci à tous les deux. Pour tous les gens qui me connaissent, vous pouvez me retrouver sur bien évidemment Daniel Morel Institut. Les stages vont recommencer à partir du mois prochain. Parfois des choses d'une seule journée, mais tout ce qui était prévu va être posé juin, juillet et peut-être août. Donc surtout, continuez de suivre. Et puis un grand merci à tous d'avoir écouté ça. Moi, ça m'a beaucoup touché de savoir tous ces prénoms là que j'entends bien. Oui, il y en a plein. Je pense que tu vas être content. Lesquels je mets des visages parce que je connais vraiment tout le monde personnellement. Et ça me ravit. Et au plaisir maintenant aussi. Bonne continuité
à la web radio et web TV, pardon. Ouais. Et en même temps, vivre le live, c'est-à-dire de se voir en direct, oui, avec voilà quelques petites choses à déguster, avec des cacahuètes et tout ça, parce que j'aime aussi cette vie-là où bien on sûr. se voit, où on rit, où on parle, et ça c'est génial. Donc salut à tout le monde, au plaisir de vous retrouver, et puis un merci particulier à Anna, ma fille, qui m'a aidé aussi à organiser, parce qu'il y a des projecteurs, il y a quelques Ah oui, petites oui, choses. c'est soigné. On voit que la lumière est bien. Merci à elle. Donc oui, absolument, parce que elle m'a tellement appris pendant ce confinement, parce que elle, c'est une étudiante, Anna, qui fait ses études à Rennes, et en 45 jours de confinement avec elle, elle m'a transmis des compétences et des qualités de gestion, d'organisation Top. que je n'oublierai jamais, et pour Super. ça, c'est génial. Donc merci aussi à Anna. Merci Salut Anna. à tous mes enfants, mes petits-enfants, et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, bis bis à vous.